Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel accord et désaccord avec Jean-Dominique Michel. On est au cœur d'un moment très difficile où nos soucis quotidiens nous assaillent. Peut-être vous recevez des recommandés dans votre boîte aux lettres qui viennent vous rappeler vers le monde. Je vais essayer de vous parler justement de cette idée que le monde vous rappelle à lui, même quand vous essayez de vous en extirper. Cette série Accords et désaccords, elle est là pour essayer de vous redonner la patate, la banane, et puis vous pousser à la réflexion. Et puis pour nous, elle est une sorte d'enluminure, vous savez, comme ces écritures anciennes, médiévales, autour des lettres. Une enluminure du parcours que Jean-Dominique et moi proposons aux spectateurs, qui est un parcours qui s'appelle l'accord perdu, où on essaye de traiter de cette question de l'accord perdu avec le monde, avec le corps, avec soi, avec les autres, avec notre société. Un moment où on a l'impression qu'effectivement, on est en plein désaccordement de l'instrument collectif et où tout sonne un peu faux. Vous savez, comme quand vous mettez des notes qui ne sont pas les bonnes sur le piano et que mince, l'accord est perdu, ça joue pas. Et tout l'enjeu pour nous est d'essayer de le retrouver. Donc le parcours s'appelle l'accord perdu. On aurait pu mettre un sous-titre et comment le retrouver, 3 petits points. Et on mettra le lien juste en dessous. Si tu veux dire un mot sur le parcours, Jean-Dominique? Que dire, si ce n'est que c'est un vrai bonheur de l'avoir créé avec toi. On l'a conçu un peu comme un voyage avec 8 étapes dans les différentes facettes de l'existence humaine, c'est-à-dire ce qui est impliqué dans nos vies au jour le jour, la relation à soi, la relation au corps, la relation à l'autre, à nos émotions, nos pensées, nos héritages, notre famille d'origine, la manière dont on perçoit le monde. Et c'est vraiment une espèce de méditation, mais féconde, c'est-à-dire qu'on propose des pistes pour, au fond, réfléchir au sens ouvert et intuitif du terme sur, mais au fond, comment est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est spécifique de ma manière de vivre? Comment est-ce qu'elle se compare avec celle des autres? Et ça permet d'approfondir, au fond, cette compréhension, cette connaissance de soi-même et des autres. Donc voilà, écoute, c'est une très belle aventure. J'étais très heureux qu'on résonne tous les deux à la proposition et je suis très heureux de voir la direction que ça prend, avec aussi toutes les personnes qui sont montées à bord et qui laissent déjà de nombreux commentaires. Donc on sent qu'on est dans cette création commune dans laquelle on se dit, oui, vivre, bien sûr, il y a un ensemble de contraintes et de choses qui vont de soi, mais ça vaut la peine de s'arrêter de temps à autre et de vraiment essayer de penser, regarder, relationner avec la manière dont nous vivons. Ouais, merci Jean-Dominique, moi c'est un plaisir pour moi d'avoir fait ce parcours avec toi. Et puis c'est une façon d'arrêter le bruit du monde pour enfin s'intéresser aux vraies questions de fond, celles dont on n'a pas le droit de parler parce que dès qu'on en parle, ce serait voilà, vous êtes dans les nuages. Non, c'est pas du tout dans les nuages, c'est tout à fait appliqué. Et on a besoin de parler de ces choses profondes parce que c'est elles qui nous redonnent le carburant et le fuel pour repartir au turbin de chaque jour, nous parler de la joie, de la beauté, de la rigolade et aussi de la tristesse, des déchirements, du deuil. Ça fait partie des essentiels de la vie. Et donc on essaye de vous parler de ça. Dernier désaccord avec désaccord, on vous a parlé de cette histoire de brûlure et puis de cercle restauratif. Puis aujourd'hui encore, je vais me hasarder à vous raconter une histoire. Peut-être avez-vous déjà vu ces métronomes qu'on pose sur une planche de BA13, vous savez, le placo-plâtre, puis on le met sur 2 rondins, et puis on met une vingtaine de métronomes et on les met n'importe comment. Et puis au bout de quelques minutes, moins de 5 minutes, tous les métronomes se mettent en cadence. Clac, 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 clac. Et vous voyez la planche qui se met à bouger, il y a beaucoup d'énergie dans le système. Ce qu'on appelle une mise en résonance des oscillateurs. C'est un phénomène physique qui est tout à fait connu. Vous avez peut-être entendu parler quand vous étiez enfant et qu'on vous racontait que parfois une armée marchant au pas sur un pont était capable d'effondrer un pont. Et que donc évidemment, quand l'armée marchait sur un pont, elle désaccordait son pas pour ne pas faire effondrer le pont. Comme si dans la mise en résonance, dans la mise en accord, se dégageait une énergie bien supérieure à la somme des énergies individuelles. Ce phénomène-là, il est connu aussi parce que dans la natation synchronisée, quand vous essayez de bien danser ensemble, les danseurs de ballet qui dansent aussi ensemble, même les joueurs de musique qui font un orchestre, le chant choral. Si vous deviez donner un ordre à chacun exactement au bon moment, en essayant de le téléguider chacun pour pile qu'il soit coordonné, ça ne marcherait pas. Ça marche parce que c'est comme si chacun se coulait dans quelque chose de plus vaste qui rejoint chacune des personnes et qui l'englobe.
Ce moment très étrange de mise en résonance est un moment d'expérience de flux et profondément joyeux. Peut-être parmi vous, il y en a qui chantent et qui ressentent ce moment où quand on chante avec les autres, on pense à rien, tout va bien, l'énergie vibre dans la cage thoracique et parfois même on se vidange émotionnellement, on se met à pleurer ou des choses comme ça. Des gens font des exercices aussi de respiration synchronisée simplement, comme dans la respiration holotropique ou certaines respirations de Wim Hof par exemple, qui sont des respirations pour booster son système immunitaire. On essaye de se mettre tous en même temps à la même cadence respiratoire. Il se trouve que moi j'ai une pratique dans mon métier qui était l'hypnose conversationnelle. Et l'hypnose conversationnelle, c'est quoi? C'est utiliser des techniques de mise en résonance avec l'autre pour accepter la mise en lien. Parce que cette mise en lien va nous conduire à avoir plus d'énergie l'un et l'autre. Et comment on faisait? Je ne vais pas vous passer par le menu, mais un certain nombre de mirroring postural. Par exemple, si Jean-Dominique avait les bras croisés, peut-être je croiserais les bras de manière volontaire pour me mettre en résonance avec lui. Ou que s'il a son truc jusque-là, je vais le mettre jusque-là, vous voyez, pour qu'on soit à peu près pareil. Et réajuster mes lunettes. Et je vais écouter comment l'autre parle, et sa parole, c'est une respiration. Et je vais me mettre à respirer au même rythme. Donc si le patient est stressé, qu'il parle vite, qu'il a beaucoup de choses à dire parce que ça l'inquiète beaucoup, peut-être moi aussi, je vais aller le chercher en respirant plus vite. Et il y a un moment où on va hooker, tac, tac, il va y avoir une mise en contact. Une autre partie du mirroring, c'est le mirroring lexical. On va employer le même champ lexical que la personne en face. Si je discute avec quelqu'un qui vient de la campagne et qui a des mots peut-être de quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études supérieures, mais qui des mots qui renvoient à la terre, avec des images fortes, je vais utiliser les mêmes. Je vais utiliser des métaphores qui le touchent. Je vais aussi, alors qu'au contraire, si je suis avec une instite qui veut mettre plein de mots, qui veut corriger en rouge, je vais détailler les concepts, expliquer, écoutez, il faut que je vous définisse ça, etc., de manière précise. On va utiliser aussi un mirroring en cherchant le canal d'encodage préférentiel sensoriel de la personne en face. Est-ce qu'il est plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique? Et puis on est tous un peu olfactifs et gustatifs. En gustatif, il y en a qui le sont plus que d'autres. Parfois, on le voit à l'embonpoint, des gens qui sont généreux, ils aiment bien manger, etc. Et là, les métaphores culinaires vont peut-être bien parler. Mais on va utiliser des mots dans le canal d'encodage de la personne. Et pour le trouver, c'est très simple, vous lui posez une question très vaste et très ouverte. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici au bloc opératoire? D'une part, il va vous parler de ce qui l'intéresse. Peut-être qu'il va vous dire « Ah, mais c'est le brancardier qui m'a emmené ». Ou peut-être il va vous dire « J'ai eu un cancer, c'est très grave, etc. » L'histoire qu'il va vous raconter à ce moment-là va vous donner le niveau de ses préoccupations et à quel endroit il est en train de travailler, lui, dans sa tête. Et puis, si vous lui demandez « Alors, ton week-end à la montagne, c'était comment ?» et qui vous dit « Ah, il faisait froid, puis on est rentré dans un petit troquet bien chaleureux, là, puis on a pris un bon chocolat chaud, ah, c'était chouette, après on s'est mis tranquille dans le bain le soir pour se reposer, délasser les muscles. » Vous voyez qu'il est kinesthésique. Là, il vous parle de sensations, il vous parle de vécu. S'il vous dit « Ah, ben il y a Nadine qui a couché avec Gérard, et puis après ils se sont frités, ah là là, ça a fichu le week-end dans l'air pour tout le monde », il vous raconte une histoire, il est auditif. Si jamais il vous dit « Ah, c'était tout blanc, c'était magnifique, il y avait les choucas en haut de la montagne, là. Et puis, les bourrasques de neige qui partaient juste au sommet, là, comme un tout petit peu écrétées et échevelées. On avait l'impression que la montagne avait une chevelure d'argent. » Là, il est visuel, il vous décrit une photo, quoi. Et à partir du moment où vous avez ça, vous allez parler dans le même registre. Parce que là, vous allez pouvoir le toucher et aller le chercher. Et donc, tout l'enjeu de l'hypnose, c'est d'essayer de trouver l'autre, de se mettre au même niveau et ensuite d'accepter d'être changé, de proposer et de se laisser proposer par l'autre et de danser ensemble. C'est ce qu'on appelle le pacing and leading. Pacing, j'attends, je regarde, j'écoute. Leading, je prends le lead. Comme dans une danse à deux, une danse en couple. Vous passez votre temps à recevoir une proposition par l'autre, à la ratifier, à l'accepter, à la transformer, à redonner quelque chose en échange. Et donc, par exemple, dans ce pacing and leading, je vais faire une proposition, une suggestion hypnotique. Vous êtes allongé sur la table d'opération. Et peut-être l'épaule droite a envie de se relâcher un peu. Et vous voyez le patient qui relâche son épaule droite. Vous ratifiez. Je vois l'épaule droite qui se relâche. Et peut-être l'épaule gauche a envie de faire pareil. Et à chaque fois, donc, vous proposez, vous regardez ce qui se passe, vous ratifiez si ça se passe, vous reprenez et vous ajoutez, vous enluminez. Et vous restez très vaste. Si vous avez envie, peut-être,
en hypnose conversationnelle bienveillante, c'est pas une hypnose de spectacle où vous allez obliger par la violence quelqu'un à faire quelque chose. C'est vous allez accepter de co-construire ensemble. Voilà, donc je ne vais pas détailler plus que ça, mais j'ai encore une fois essayé de booster votre imaginaire sur cette idée de mise en résonance collective. Et juste, je reviens un tout petit peu sur les métronomes au tout début de mon intervention. Si vous regardez vraiment les vidéos, il y en a toujours un qui est à contre-temps par rapport aux autres au début et qui reste inversé. Au début, ils sont 5 à l'inverse de tous les autres. Et après, il n'y en a plus qu'un. Et il est réfractaire jusqu'au dernier moment. Puis au dernier moment, il se met avec tous les autres. Merci Louis pour ces belles images et ces bouquets, cette belle narration au fond de ce processus que les neurosciences redécouvrent sous un jour nouveau qu'on appelle la résonance neurale. C'est-à-dire que quand deux personnes interagissent, alors on le sait déjà au niveau notamment des gestes, de la synergologie, on tend à se mettre dans des postures qui s'harmonisent, en mimétisme de manière inconsciente d'ailleurs. On peut chercher à le faire consciemment, mais ça se passe de manière relativement naturelle. Et il y a en fait un grand pouvoir de mise en résonance commune des deux psychismes qui se rencontrent à ce moment-là. Alors on a impliqué les neurones miroirs de manière un peu bateau, c'est plus vaste que ça. C'est vraiment comme si les deux cerveaux tendent à se synchroniser pour l'essentiel s'il y a une disponibilité d'esprit et s'il y a un intérêt à rencontrer l'autre. Tu mentionnes le modèle de la hiérarchie sensorielle de la PNL qui a été démenti dans le fait d'être statique. Dans un moment, au début, on a considéré, il y a des gens qui sont plus visuels, plus auditifs, en disant c'est comme ça, où il y a une hiérarchie, même des proportions relatives de ces différents sens, et c'est labile, ça bouge tout le temps. Par contre, ce qui reste très valide et intéressant, c'est que quand une personne tend à avoir recours à un mode sensoriel en particulier et à privilégier les images ou les métaphores qui vont dans ce sens-là, c'est comme une perche qui est tendue, comme tu le dis, pour pouvoir rejoindre la personne à ce moment-là et voir comment est-ce qu'on peut entrer en résonance précisément. Ce que tu évoques, ça pose aussi toute la question de ce mystère extraordinaire, parce qu'au fond, il est ontologiquement impossible de comprendre pleinement quelqu'un d'autre. Parce que le référentiel est inévitablement autre. Pour les mots concrets, on peut avoir des représentations communes. Si je te parle d'une grande tasse, tu verras la même chose que moi dans ton esprit. Mais si on parle de chaleur humaine, de justice sociale, de spiritualité, de Dieu, de l'amour, des femmes, chacun a son référentiel qui a été façonné et patiné par des années et des années d'expérience de vie avec des héritages, des tempéraments. Et donc, au fond, nous ne parlons jamais complètement de la même chose. Et cette idée qu'on pourrait s'entendre, malheureusement, il faut y renoncer complètement parce que c'est juste impossible neuropsychologiquement. Par contre, ça n'est pas une situation désespérante pour autant, parce que si on comprend qu'il y a une altérité irréductible, qui fait qu'il y a toujours des malentendus à certains endroits, malentendus pas forcément dans le sens dramatique, c'est juste que Louis a dit quelque chose et je l'ai entendu dans un sens différent de celui qui disait, et c'est normal, parce qu'on a des référentiels différents. À ce moment-là, ça veut dire que nous pouvons chercher déjà à ouvrir le plus possible notre compréhension à l'autre, pour essayer du mieux que nous pouvons de capter ce qu'il cherche à nous communiquer, et puis aussi d'être dans ce jeu réflexif, de dire, OK, quelles sont les résonances que cela met en moi, éventuellement de se questionner quant au fait d'avoir bien compris, et être dans ce chemin passionnant menant vers l'intercompréhension. Alors, il y a un exercice que je pratiquais beaucoup dans les supervisions d'équipe que j'ai longtemps conduites, qui est l'exercice suivant. Vous posez une question sur un thème général assez impliquant. Que pensez-vous de l'évolution des soins actuellement dans le système hospitalier en général en France? Pas dans votre service, mais en général. Et puis là, vous mettez les gens en binôme et le premier, le locuteur, énonce à l'autre comment il voit la question ou quelle est son expérience à ce sujet. Et le récepteur prend des notes de sorte à pouvoir restituer après dans le groupe entier ce que l'autre a dit. Et puis une fois que cet exercice est fait, on demande à celui qui avait dit, mais est-ce que la manière dont ton interprète ou ton traducteur a reflété ta pensée
correspondait à ce que tu voulais dire. Et on voit que c'est à peu près jamais le cas. C'est à peu près jamais le cas. Et voyez comme c'est intéressant, parce que quand quelqu'un nous donne sa parole ou son avis, nous ne sommes pas une plaque de marbre ou une plaque photographique sur laquelle ça se grave et que nous pouvons restituer à l'identique. Non, il y a d'emblée tout ce travail de filtration, de métabolisation, de réaménagement. Et même si nous essayons de la manière la plus authentique et sincère possible de coller au mieux à ce que la personne a dit, il va y avoir un certain nombre de décalages. Et bien sûr qu'un autre intérêt de l'exercice, c'est de permettre à la deuxième personne de repréciser sa pensée par rapport à ce que le premier avait cru comprendre. Mais au fond, ça nous plonge dans la réalité de cette altérité irréductible qui, bien sûr, va poser problème dans toutes nos relations à certains moments. Et notamment, j'ai cru observer, peut-être me trompais-je, mais que c'était un espèce de fantasme féminin courant que d'espérer qu'un jour, son homme va deviner tout ce qu'elle a à l'esprit et sa manière de penser sans qu'elle ait à le dire. Et j'ai envie de vous dire, mesdames, abandonnez tout espoir, comme dans la Divine Comédie de Dante, cela n'arrivera jamais. Déjà parce que les hommes ont tendance à être un peu bêtes en général, mais de surcroît parce que c'est impossible. Personne ne peut deviner ce qui vous meut à l'intérieur. Et donc, bien sûr, c'est bien si les hommes sont peut-être un petit peu plus intéressés à découvrir cela plutôt que se dire « oh, ben, il n'y a pas de souci, elle a l'air contente », mais il y a ce travail inévitable de la rencontre. Et au fond, ce que m'évoque ton partage, c'est de voir comment la rencontre est un domaine passionnant, parce qu'à la fois, nous sommes en rencontre depuis l'origine, mais nous sommes aussi, au fond, assez tous des handicapés de la rencontre. Et je terminerai avec ça, mais une autre découverte qui m'a vraiment beaucoup amusé dans les neurosciences, c'est qu'au fond, nous sommes beaucoup plus sensibles, sauf à être des pervers manipulateurs et des sociopathes, eux, ils n'ont pas ce problème, et les paranoïaques, mais nous sommes hypersensibles à l'approbation / rejet des autres. En fait, nous avons une hantise du rejet qui fait que, à notre insu, nous sommes en train d'épier en permanence le langage corporel, non verbal et facial de notre interlocuteur. Ça se passe en pilote automatique. Mais il suffit que quelqu'un fronce les sourcils, tende la mâchoire, lève les yeux au ciel, soupire ou juste montre un désintérêt ou qu'il soit distrait pour que tout de suite ça génère un effet de stress énorme parce que nous sommes des êtres d'appartenance. Et le fait d'être accepté et pris en compte par notre groupe est essentiel au fait de se sentir bien. Savez-vous quel est le marqueur corporel le plus infaillible de l'état d'esprit de la personne que vous avez en face de vous? Ce sont les sourcils. Les sourcils qui sont en micro-mouvement en permanence vous renseignent inconsciemment sur le fait que votre interlocuteur est heureux, intéressé, joyeux, dépité, déçu, mécontent, etc. Parce que nous avons cette danse des sourcils. Et ce que la recherche montre, c'est qu'en fait, nous sommes des épieurs de sourcils à notre insu. Dès que nous sommes face à quelqu'un, une grande partie de nos ressources neurales se focalise sur quel est le feedback qu'il me donne avec ses sourcils. Et voyez comme c'est intéressant, ben je pense qu'aucun d'entre vous, sauf génie, n'aura pensé à ça par lui-même. Je ne crois pas qu'à ce jour, vous ne soyez jamais dit « Ah, en fait, sans m'en rendre compte, j'épie vraiment le balai des sourcils de mon interlocuteur. » Mais c'est une réalité. Et donc, dans le développement des processus de neurocommunication, il y a déjà bien sûr la communication non violente, tous les modes dérivés de l'hypnose et juste de la sensibilité qui ont permis de faire d'énormes progrès. Mais dans la neurocommunication, ce qui importe maintenant vraiment, c'est de prendre la maîtrise de cette expressivité inconsciente en nous apercevant que dès que nous projetons ou manifestons de la tension à l'autre, cela va générer du stress. À tel point que certaines discussions sont foutues d'emblée. Vous allez voir votre conjoint ou votre conjointe en disant « Chérie, il faut qu'on parle », sur un ton un peu sec, c'est fini. La personne en face de vous a perdu 80% de ses ressources neurales instantanément.
Et comme vous êtes tendu, elle est tendue, comme vous la voyez tendue, ça vous stresse, comme vous êtes stressé, vous dites les choses d'une manière qui n'est pas harmonieuse, comme elle entend des choses, et boum, ça monte en symétrie. Je n'ai pas besoin de vous faire un diagramme, je crois que nous avons tous souffert de cela dans nos vies. Et donc, plus le sujet est important, plus il est important de veiller à avoir une position qui soit invitante pour l'autre, pour que notre langage verbal lui dise, peut-être que nous allons parler de choses qui vont être inconfortables pour toi et moi, mais je veux que tu saches que tu es en sécurité. Et parce que j'ai pris conscience de ce que j'évoque ici et que je sais comment manifester cet état apaisant, qui, vous pouvez tout à fait le voir sur le visage de Louis à cet instant, se manifeste par un sourire à la Mona Lisa. Ce petit sourire léger, le sourire de Duchesne, avec une légère détente ici. Vous savez, il y a le faux sourire du style « donnez-moi votre argent ». Il y a le vrai sourire du style « je suis content d'être avec vous ». Et quand vous manifestez par ce langage non verbal, par le ton de votre voix, par le rythme de votre voix, le fait que même si le sujet est difficile, la relation n'est pas mise en danger par ce qu'on va évoquer, immédiatement, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'apaisement et de rencontre qui fait qu'on va pouvoir aller assez vite et assez loin. Donc, je vous dévoilerai pas tout le processus de neurocommunication qui implique encore d'autres dimensions, mais on a vraiment pu voir que dans des médiations, dans des négociations de contrats, dans des dispositifs de divorce, on pouvait obtenir en quelques dizaines, en 10 ou 20 minutes, ce qu'il aurait normalement fallu des heures et des heures et des déchirements pour obtenir, parce qu'on arrive à assurer ce socle de relation. Donc voilà, c'est quelques éléments, mais tout ça pour dire que je pense que c'est amusant parce qu'on est des virtuoses de la rencontre et des handicapés de la rencontre en même temps, dans notre mode par défaut, mais nous pouvons nous outiller pour grandir et faire l'expérience. Il ne s'agit pas d'acquérir des trucs ou de manipuler les autres parce que comme ils se posent comme ça, je vais aussi faire comme ça je vais... Non, c'est une histoire de rencontre, de relation, de résonance, mais quand on devient sensible à ça, il y a quelque chose d'assez délicieux de s'harmoniser. Tu as mentionné la danse, on peut évoquer les conversations de bistrot, on peut évoquer l'amour, le rapport amoureux, où quand tout d'un coup ça s'harmonise et ça circule et il n'y en a plus un des deux qui dirige. C'est comme si l'être bicéphale que nous avons créé à ce moment-là et bicorporel prenait en charge ce qui se déroule. C'est au fond cet état délicieux où nous pouvons à la fois, paradoxe, être pleinement nous-mêmes, mais aussi être en quelque sorte dépossédés de nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être dépossédé de nous-mêmes? Quand tout d'un coup, on est moins en besoin d'affirmer « moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je vis les choses comme ci ». Non, tout d'un coup, c'est comme « waouh, il y a un autre possible qui arrive ». Et oui, je crois qu'on est au cœur aussi de la recherche dans laquelle nous sommes tous d'une manière ou d'une autre à cette étape de l'évolution de notre civilisation, de l'humanité et de nous-mêmes tout simplement. Merci beaucoup Jean-Dominique, je vous ai fait passer ce message entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous croyez comprendre. Bref, il y a au moins 250 façons de ne pas se comprendre, quoi. Il y a mais essayons quand même. Après, ça se décline à l'infini. Ouais. Exactement, mais essayons quand même. Et il y a cette idée derrière tout ce qu'on vient de dire que effectivement, ça n'est pas un truc que malgré tous les artifices que vous pourriez mettre en place pour essayer de rentrer en relation avec l'autre, le fond, c'est l'authenticité. Et l'authenticité est toujours détectée. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous pourriez travailler la microsémiologie des sourcils, des tout petits mouvements du nez, etc. C'est ce que font les mentalistes. Ils sont à la recherche de tout petits signes, comme ça. Quand vous regardez, vous savez, ils vous demandent de jouer un dé, et puis de dire le numéro qui est marqué sur le dé. Puis vous regardez, puis vous le cachez, puis ils vont dire 1. Vous essayez de rester complètement impassible. 2, puis là, vous allez peut-être avoir un sourcil fait 3. Bref, des choses comme ça qui vont faire qu'à la fin, ils vont dire à chaque coup quel est le chiffre qui est marqué sur votre dé, même si vous leur cachez. Parce que vous êtes un livre ouvert. Au fond, nous sommes des livres ouverts les uns pour les autres, malgré tous les artifices que nous essayons de mettre pour nous protéger et coder le langage que nous utilisons. Parce que le langage de fond, c'est l'authenticité, c'est une intention et une énergie profonde qui émane de nous. Et est-ce que cette énergie, c'est celle d'aller... Je vous donne un exemple juste avant de conclure. Vous avez des gens qui, à la tête de l'État, disposent de tous les moyens
pour modifier leur fréquence vocale grâce à des super gars qui travaillent le son de leur discours, des gens qui écrivent leur discours pour avoir les allitérations qui vont bien, les bons mots-clés, etc. Ils font des photos retouchées avec des lumières qui sont pacifiées pour que votre cerveau soit plus sensible. Et ils sont reproduits dans tous les médias et sur toutes les couvertures de magazines. Et ben malgré tout ça, malgré tous ces moyens insolemment grandioses pour essayer de vous en papaouter, vous sentez bien que ce sont des filous, des gens qui essaient de vous avoir. Et donc, ça veut dire qu'on a un détecteur. On a un détecteur de mensonges, on a un détecteur d'authenticité. Et ça rejoint ce qu'on a essayé de vous dire, Jean-Dominique et moi, en parlant de Matthias Desmet et du fait que l'authenticité est la clé de résolution, pour moi, une des clés de résolution de notre période. Parler avec son cœur, avec authenticité, sans chercher ni à avoir raison ni à convaincre, mais simplement en osant dire ce qu'on est et ce qu'on croit, me semble extrêmement puissant à aller modifier le réel. Je te laisse un mot de la fin, Jean-Dominique. Fin. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel accord à désaccord.